Nous sommes le 2 mai 2011. Dans une ville silencieuse du Pakistan, une équipe d'élite américaine avance dans l'ombre. L'opération est secrète, risquée, décisive. Quelques heures plus tard, le monde apprend que l'homme le plus recherché de la planète, Oussama Ben Laden, a été retrouvé et éliminé. Derrière cette opération militaire d'envergure et d'une précision chirurgicale, il y a bien évidemment les SEALs, mais il y a autre chose. Un allié discret, presque invisible, tapis dans les coulisses de l'État américain. Un logiciel conçu non pas pour tirer, mais pour voir. Un logiciel capable de rassembler, de trier, de connecter en temps réel des millions de données issues de sources aussi diverses que des images satellites, des appels cryptés, des relevés bancaires ou des rapports de terrain. Ce logiciel, c'est l'entreprise Palantir qui le produit et son histoire est aussi fascinante qu'inquiétante. Bonjour à tous, c'est Sébastien, je suis conseiller en investissement financier et directeur des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle analyse d'action. Pour rappel, ce que je partage ici est vraiment à but éducatif. Ce n'est pas un conseil d'investissement ni une recommandation personnalisée. Chacun doit faire ses propres recherches en fonction de sa situation. Et comme toujours en bourse, les performances passées ne garantissent pas c'est l'avenir. Investir comporte des risques. Pour l'analyse du jour, j'ai utilisé donc VIS. Pour rappel, VIS est un screener qui vous permet de littéralement choisir vos critères, par exemple avec des étoiles, où vous ciblez votre zone et votre secteur. Et en quelques secondes seulement, des milliers d'opportunités d'investissement qui collent à votre profil sortent. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez filtrer avec précision pour chercher des entreprises qui produisent de la croissance, du rendement, du cash, ou des entreprises qui versent plus de 20% de dividendes dans certains pays émergents. D'ailleurs, j'ai glissé en description un petit code promotionnel surprise. Il s'appelle Sébastien. Libre à vous de l'utiliser. Mais maintenant, je vous propose que l'on s'intéresse à l'action du jour. Et ce que je vais vous révéler, eh bien, pourrait changer votre vision de la lecture des données. Je vais donc vous révéler tous les secrets de l'entreprise qui s'immiscent littéralement dans nos quotidiens sans que nous nous en rendions vraiment compte. Tout commence bien loin des zones de guerre à Palo Alto en 2003. Deux amis au parcours atypique, Peter Thiel et Alex Karp. Ils décident de fonder une entreprise qui ressemble à une utopie technologique. L'un est investisseur brillant, libertarien convaincu et cofondateur de PayPal. L'autre est docteur en philosophie, ancien étudiant de Francfort, plus à l'aise dans les textes d'Adorno que dans les pitchs de la Silicon Valley. Ce qui les rassemble, une ambition commune née dans les cendres du 11 septembre 2001. Mettre la puissance des algorithmes au service de la lutte contre le terrorisme. Mais pas à n'importe quel prix. Palantir devra être un outil puissant et respectueux des libertés individuelles. Un logiciel capable d'aider les démocraties à se défendre sans qu'elles se trahissent. Le nom même qu'ils choisissent, Palantir, est une déclaration d'intention. Dans le film Le Seigneur des Anneaux, les Palantiris sont des pierres de vision qui permettent de voir à distance. Mais ceux qui les utilisent s'exposent aussi à être vus. Toute puissance d'observation suppose un risque, et ce risque, Thiel et Karp le prennent très au sérieux. Palantir n'est pas né de rien. Il tire ses racines d'un outil développé chez PayPal dans les années 2000, un programme baptisé Igor, conçu pour détecter les transactions frauduleuses à une époque où PayPal était littéralement saigné à blanc par des groupes de hackers russes. Igor n'était pas un simple filtre, c'était une intelligence artisanale, capable de repérer les anomalies statistiques en temps réel et d'alerter des analystes humains. Grâce à lui, PayPal a survécu. Et Thiel s'est dit, eh bien, si cet outil a pu sauver une startup, pourquoi ne pourrait-il pas protéger un pays tout entier? Contrairement à toutes les startups de la Silicon Valley, ils ne cherchent pas à séduire Google ou encore Andreessen Horowitz. Non, ils vont directement frapper à la porte de la CIA. Et ça marche. InQtel, le fonds de la CIA, leur signe un chèque de 2 millions de dollars. Ce n'est pas un financement, c'est une mission. L'idée est simple, créer un outil capable de répliquer la puissance d'Igor à l'échelle gouvernementale pour traquer non plus les fraudeurs, mais les terroristes. La CIA accepte et dès les premiers essais, le logiciel fait sensation. Il permet aux analystes de gagner un temps considérable, de croiser des informations disparates, de visualiser des réseaux de contacts, de simuler des scénarios. C'est finalement une nouvelle façon de penser la sécurité nationale qui vient de naître. Le logiciel développé s'appelle Gotham, un nom qui évoque à la fois la ville du crime et le héros masqué qui la protège. C'est une plateforme d'analyse de données à grande échelle, capable d'intégrer des téraoctets d'informations de nature extrêmement variée. Vidéos de surveillance, bases de données gouvernementales, réseaux sociaux, GPS, appels téléphoniques, rapports de police ou mouvements bancaires. Là où un humain voit un fichier, Gotham voit des corrélations.
Il identifie des modèles, des comportements, des signaux faibles. Il crée une véritable carte mouvante en temps réel. Il ne vous dit pas ce que vous avez déjà, il vous montre ce que vous avez mis des semaines à deviner. Là où les analystes passaient 80% de leur temps à collecter et nettoyer des données, Palantir le fait en quelques minutes. Très vite, Gotham devient l'arme invisible de l'appareil d'État américain. En 2013, il est utilisé par plus d'une dizaine d'agences, FBI, NASA, département de la Défense, Sécurité intérieure, Trésor public. En 2015, plusieurs grandes villes américaines, dont Los Angeles et Chicago, l'adoptent à leur tour. Et en 2022, au cœur de la guerre d'Ukraine, Gotham est déployé pour aider les forces ukrainiennes à identifier les positions ennemies en croisant données satellites, flux de drones et informations de terrain. Palantir affirme alors être responsable de la majorité des opérations de ciblage ukrainiennes. Mais Palantir ne veut pas être qu'un outil de guerre. Et voilà le twist. Le modèle d'affaires s'étend aux entreprises privées. C'est pourquoi, en 2016, l'entreprise lance Foundry, une version civile de Gotham pensée pour les grands groupes, les industriels, les hôpitaux et les banques. Foundry propose de faire pour les entreprises ce que Gotham fait pour les États. Centraliser, analyser et rendre intelligibles des masses de données jusqu'ici inexploitables. Quel est l'objectif principal? Eh bien, permettre à une banque, un laboratoire pharmaceutique ou un constructeur aéronautique de faire exactement ce que fait la CIA. Mais pour optimiser la production, éviter les fraudes, mieux gérer leurs données. Airbus, par exemple, utilise Foundry pour ses chaînes d'assemblage. BP et Shell s'en servent pour l'extraction pétrolière. Le NHS britannique a géré la crise Covid grâce à Foundry, en organisant la distribution de vaccins et le suivi des stocks critiques. Palantir devient véritablement une arme pour les entreprises privées. Mais si Palantir fascine autant qu'il inquiète, ce n'est pas uniquement en raison de son modèle et son rôle dans la traque de terroristes ou sa proximité avec les agences de renseignement américaines. Ce qui intrigue tout autant, c'est la mécanique économique qui fait tourner cette machine de guerre algorithmique. Car Palantir ne vend pas simplement un logiciel, elle vend une transformation. Le modèle économique de Palantir repose sur trois grandes phases, pensées non pas comme un simple tunnel de conversion, mais comme une stratégie d'enracinement, et vous allez voir le génie. D'abord, la première étape vient l'acquisition. Palantir commence souvent à offrir à ses prospects, qu'il s'agisse d'un gouvernement ou d'un géant industriel, un accès gratuit ou même fortement subventionné à sa technologie. Pas pour faire un coup, mais pour amorcer une relation. Car Palantir sait que si l'essai est concluant, la suite est presque inévitable. Puis en deuxième vient l'expansion. C'est là que l'entreprise déploie sa vraie force. Des équipes d'ingénieurs et de data scientists s'immergent dans les opérations du client. Ils écoutent, modélisent, adaptent. Chaque solution est personnalisée, chaque cas est traité comme unique. Et petit à petit, le logiciel ne devient plus un outil parmi d'autres, mais l'ossature numérique de l'organisation. En troisième et enfin arrive la monétisation. Une fois que le client est parfaitement intégré, difficile pour lui de revenir en arrière. Palantir convertit alors cette dépendance en revenus récurrents à forte marge par le biais de contrats pluriannuels, parfois chiffrés en dizaines ou centaines de millions de dollars. Ce modèle hybride à mi-chemin entre le software as a service SaaS et les services de conseil haut de gamme fait de Palantir une entreprise très différente des autres éditeurs de logiciels. Là où la plupart vendent des abonnements standardisés, Palantir vend de la transformation sur mesure. Et cette transformation est accompagnée par une expertise humaine de très très haut niveau. Ce n'est pas seulement une licence, c'est un partenariat. Et c'est justement cette personnalisation extrême qui rend la rupture coûteuse et donc rare. Cette stratégie s'articule donc autour de 4 grandes plateformes de logiciels, chacune avec un rôle bien défini. Gotham, comme nous l'avons évoqué. Foundry, sa déclinaison civile, est utilisée pour des multinationales, comme on l'a vu. Le troisième, Apollo, quant à lui, est un service de déploiement de logiciels en continu qui permet d'actualiser les plateformes Palantir, même dans des environnements hostiles, sans interruption, y compris sur des bases militaires ou dans des hôpitaux. Et enfin, la Artificial Intelligence Platform, AIP, l'arme la plus récente, développée au cœur de la vague d'IA générative. AIP ne se contente pas d'analyser les données, elle les lit, les interprète et les transforme en actions concrètes. D'après les retours utilisateurs, certains projets complexes, pouvant prendre jusqu'à 24 mois, peuvent désormais être réduits à 6 semaines. Le modèle de Palantir repose sur deux jambes économiques. La première, évidemment, c'est le segment gouvernemental. Historiquement majoritaire, il représente encore aujourd'hui plus de 50% de ses revenus. Ces contrats proviennent essentiellement des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France ou encore de l'Allemagne. Ils sont longs, complexes, exigeants et surtout protégés. Leur confidentialité et leur haut niveau de certification rendent la concurrence quasi inexistante. Et c'est là le génie du business. Et enfin, la seconde, c'est le segment évidemment commercial, en pleine croissance. Ici, Palantir adresse des industries entières, finance, santé, énergie, défense privée, automobile. On y retrouve des clients comme Stellantis, Merck ou Lilium.
Et ce segment, eh bien, littéralement décolle. Rien qu'au premier trimestre 2025, les revenus commerciaux aux États-Unis ont bondi de 71% par rapport à l'année précédente. Pendant des années, Palantir a été entouré d'un halo presque mythique. Une société secrète au service des États, un bijou technologique inaccessible, un outil d'influence plus qu'une entreprise classique. Mais depuis son introduction en bourse en 2020, eh bien, la donne a changé. Derrière l'aura mystérieuse, il y a désormais des chiffres, une valorisation, un cours de bourse qui monte, qui chute, puis qui intrigue. Alors maintenant que vous connaissez l'histoire, la vraie question c'est faut-il investir dans Palantir? Et nous allons tout de suite regarder ses états financiers. On se retrouve donc sur Vice et je vous propose de commencer par la partie de la croissance de l'entreprise qui est toujours quand même assez importante à étudier. Et là, plusieurs choses sautent aux yeux. Pendant longtemps, il faut savoir que Palantir a été perçu comme une société technologique innovante, mais structurellement bien déficitaire. Et vous le voyez sur ce graphique. Ses pertes opérationnelles et son free cash flow, donc qui est le flux de trésorerie disponible, ont été négatifs, en particulier, vous le voyez sur le graphique, avant 2021. Et ce n'était pas vraiment le fruit d'un modèle bancal, mais plutôt d'un choix stratégique assumé. Je vais vous expliquer. En fait, c'était investir massivement dans le développement technologique et l'acquisition de clients, quitte à brûler du cash pendant plusieurs années. Dès ses débuts, et je vous en ai parlé, dans son histoire, Palantir a privilégié une approche en 3 temps. Donc, acquisition, comme je vous l'ai dit, convaincre les clients de tester la solution, souvent via des contrats gratuits ou à prix réduit, ce qui alourdissait évidemment les coûts. Donc, on parlait un peu plus de freemium. Expansion ensuite avec intégrer les outils dans les systèmes existants du client avec un fort investissement en ingénierie. Et enfin, monétisation, une fois l'outil adopté, convertir ces essais en contrats pluriannuels à forte marge. Et c'est ce modèle qui a généré finalement des free cash flow négatifs, notamment vous le voyez en 2020 et 2021, avec des pertes proches de 1,5 milliard de dollars en 2020. Vous le voyez ici sur le graphique. Et donc les choses changent radicalement à partir de 2021, vous le voyez. Année où Palantir en fait affiche un free cash flow qui commence à avoir une pente positive pour la première fois. Mais c'est surtout à partir de 2023 que l'entreprise vraiment va rentrer dans une nouvelle phase. Et vous le voyez. Le free cash flow bondit, atteignant plus de 1 milliard de dollars en 2024, signe que l'entreprise génère désormais une trésorerie solide et finalement autofinance sa croissance. Et cette amélioration spectaculaire s'explique par la monétisation accrue de ses clients existants. Au dernier trimestre, par exemple, quand on se rapporte au rapport trimestriel, la rétention nette des revenus s'est élevée à 124%, ce qui signifie que les clients en place ont augmenté leurs dépenses de 24% par an. Autrement dit, Palantir ne se contente plus de convaincre, elle fidélise et fait croître la valeur de chaque contrat dans le temps. Mais est-ce une entreprise rentable? Pendant des années, Palantir a été ce que certains appellent un géant au pied d'argile, c'est-à-dire une entreprise ambitieuse avec une technologie impressionnante, mais incapable de générer un seul dollar de bénéfice net. Mais depuis peu, quelque chose a changé et pas qu'un peu. Pour bien comprendre ce que Palantir a réussi à transformer, il faut, et là je vais utiliser une analogie, imaginer un vendeur de café. Il achète un café à 1 euro, il le revend 5 euros. Il lui reste donc 4 euros de marge brute. Mais ensuite, il faut payer le serveur, le loyer, la machine à espresso et toutes les dépenses pour faire tourner le business. Ce qu'il reste à la fin, après tout ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice net. On applique exactement la même logique à une entreprise cotée, sauf qu'on parle en pourcentage. Pour comprendre facilement et pour comparer, on va prendre l'année 2024. En 2024, vous le voyez ici sur le graphique, Palantir garde 80% de chaque dollar de chiffre d'affaires après avoir payé les coûts directs liés à ses services, serveurs, ingénierie de base, etc., etc. En langage financier, on dit que sa marge brute donc est de 80%, ce qui est excellent, même exceptionnel pour une boîte de logiciels. Pourquoi? Parce que dans la tech, une fois que le produit est développé, le coût de chaque client supplémentaire est presque nul. C'est comme Netflix finalement. Produire une série coûte cher, mais la montrer à 10 ou 10 millions de personnes, c'est presque pareil en termes de coût. C'est le pouvoir de la scalabilité. Mais les marges nettes dans tout ça. C'est là que Palantir a longtemps pêché. En 2020, on le voit sur le graphique, l'entreprise perdait de l'argent à chaque niveau de la chaîne. Elle avait une marge d'exploitation autour de moins 120%, c'est-à-dire qu'elle dépensait 2,20 dollars pour chaque dollar gagné. Sa marge nette était elle aussi catastrophique, autour de moins 130%. Mais en 2023, encore une fois, tout a basculé. Et en 2024, la marge d'exploitation, elle est désormais positive, vous le voyez. Et elle tourne autour de 10%. La marge nette, elle, atteint 16%. Autrement dit, Palantir, maintenant, par rapport à quelques années, garde 16 centimes de profit pour chaque dollar de revenu, une performance qui la place devant beaucoup d'entreprises comparables.
Mais pourquoi ça paraissait si mauvais avant? Eh bien, l'un des gros biais dans les chiffres historiques de Palantir, c'est ce qu'on appelle la rémunération en actions ou Stock-Based Compensation, donc SBC. Et donc, il y a des détails là-dessus dans les rapports annuels que je vous invite à aller lire. En gros, pour attirer et garder des talents, ingénieurs commerciaux, eh bien Palantir ne leur donnait pas uniquement des salaires, elle leur donnait aussi des actions de la boîte. C'est un peu comme dire à son équipe, eh bien je ne peux pas augmenter, je peux pas t'augmenter tout de suite, mais si on réussit, eh bien tu seras riche avec moi. C'est malin pour préserver la trésorerie, mais ça a deux effets. D'abord, ça dilue les actionnaires existants. Plus d'actions en circulation, donc chaque part vaut un peu moins. Ça plombe également les bénéfices comptables, car en comptabilité, ces actions sont considérées comme une vraie charge. Donc, même quand Palantir commençait à bien tourner en cash, eh bien, ses résultats nets restaient dans le rouge. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence très élevée entre la marge brute et la marge nette, même pendant l'année 2020 où elle avait toujours un taux de marge quand même qui était assez élevé. Mais plutôt une bonne nouvelle, eh bien, depuis 2023, Palantir dégage à la fois du free cash flow positif et des bénéfices nets comptables malgré la poursuite de ses SBC. Et ce qui prouve que l'activité est désormais suffisamment rentable puisque ça permet de compenser ces effets. Et comparé à des entreprises concurrentes, parce que j'ai fait des recherches comme Snowflake, CrowdStrike ou même Oracle, eh bien Palantir se distingue totalement aujourd'hui. Sa marge brute de 80% d'abord est supérieure à Snowflake qui est de 65% et CrowdStrike qui est de 72%. Sa marge nette également dépasse largement celle de Snowflake et CrowdStrike, qui sont encore à la recherche, on va dire, d'une rentabilité qui est stable. Seul Oracle, son concurrent qui est plus mature, affiche des ratios supérieurs sur certains points, attention, mais c'est un vétéran du secteur, pas un challenger en pleine phase de conquête. Palantir est passé finalement d'une machine à promesse à une machine à cash. Ses marges auparavant abyssales sont désormais parmi les meilleures du secteur et avec une base de clients fidèle et croissante, son modèle commence à montrer toute sa puissance. Forte marge brute, plus maîtrise des coûts, plus revenus récurrents, et bien ça nous donne une rentabilité qui est durable. À ce stade de l'analyse, maintenant, une question logique pourrait être OK, Palantir gagne de l'argent, mais est-ce que ça repose sur un château de dettes comme beaucoup de boîtes tech? On le sait que c'est un secteur qui est très endetté. Eh bien, la réponse est claire, non. Et c'est même tout le contraire, c'est ce qu'on va voir ensemble. Si on jette d'abord, je me suis mis sur la partie bilan, si on jette un œil au premier ratio, le debt to equity ou dette sur capitaux propres, vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne. Chez Palantir, il est de 0,82%. Pour simplifier, imaginez deux voisins. L'un a acheté sa maison avec à peu près, on va dire, 99% de crédit, l'autre avec presque tout en cash. Et Palantir, c'est ce deuxième voisin. Un ratio aussi bas signifie que l'entreprise ne dépend presque pas de la dette pour se financer. Elle avance avec ses propres moyens, ce qui la rend beaucoup plus résiliente en cas de crise ou de hausse des taux. L'autre indicateur important, c'est le cash flow to debt, le ratio, soit la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes avec l'argent qu'elle génère. Le résultat est 30,04. Autrement dit, Palantir pourrait rembourser toutes ses dettes actuelles 30 fois avec un an de cash flow. Littéralement, là, on peut dormir tranquille. C'est également une entreprise très liquide. Elle ne se contente pas seulement d'avoir peu de dettes, elle a beaucoup de liquidités disponibles. Et deux ratios le montrent bien. On a d'abord le current ratio qui est à 6,49. Le current ratio, pour rappel, c'est la division entre les actifs à court terme sur les dettes à court terme. Et on a également le quick ratio qui lui aussi est à 6,36. Pour rappel, quand ces taux sont supérieurs, quand ces ratios sont supérieurs à 1,5, c'est énorme et c'est un très bon signe de santé financière. Et bien le quick ratio, il est encore plus strict car il ne compte que les liquidités et actifs immédiatement mobilisables. Et bien les deux sont tout à fait énormes. Pour faire simple, en fait, Palantir a 6,5 fois plus de cash et d'actifs liquides que ce qu'elle doit rembourser à court terme. Imaginez une personne avec 650 euros sur son compte et seulement 100 euros de facture à payer ce mois-ci. C'est exactement la situation de Palantir. Autant dire qu'ils ont de la marge de manœuvre et que c'est un bilan de qualité. Mais alors maintenant, prenons le temps de parler un peu plus de ses perspectives à long terme. Quand on regarde Palantir aujourd'hui, une chose saute aux yeux. Ce n'est pas juste une entreprise de logiciels, c'est une plateforme d'analyse de données à la croisée de l'intelligence artificielle et de la stratégie militaire, et eh bien, très peu d'acteurs peuvent l'imiter. On parle plutôt d'un moat. En finance, on parle de moat, donc M-O-A-T, littéralement un fossé défensif comme autour d'un château. Un moat, c'est plus il est profond, plus l'entreprise est protégée de ses concurrents. Et dans le cas de Palantir, eh bien, ce moat repose sur plusieurs piliers. C'est ce qu'on appelle un peu un avantage concurrentiel. D'abord, une technologie propriétaire complexe peaufinée pendant plus de 15 ans avec des plateformes comme Gotham, Foundry et Apollo.
Et ce n'est pas un outil évidemment qu'on va coder en un week-end, hein. Donc, il y a également des barrières à l'entrée qui sont énormes. Il faut des ingénieurs top niveau, des algorithmes de pointe, des certifications et une réputation solide. On a ensuite un effet Apple. Une fois que les logiciels Palantir sont implantés chez un client, eh bien, tout est connecté. Pourquoi changer de système? Ça serait trop long, trop cher, trop risqué. Les clients vont donc rester chez Palantir. Un autre argument pour évoquer ce mode, c'est des contrats stratégiques avec le gouvernement américain. Armée, CIA, FBI, c'est pas le genre de client qu'on perd assez facilement. Et maintenant, avec une percée fulgurante dans le secteur privé avec l'adoption de leur outil d'IA qui explose littéralement surtout aux États-Unis, eh bien, c'est une position idéale. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et des big data, Palantir est assise pile au bon endroit, au bon moment. Elle ne vend pas juste un logiciel, elle vend un cerveau augmenté pour les entreprises et les États. Et ça, dans un monde où les décisions doivent être plus rapides, plus fines, plus stratégiques, c'est un avantage littéralement colossal. Alors forcément, une question s'impose. Avec un profil aussi attractif, est-ce que Palantir n'est pas déjà trop cher? C'est ce qu'on va analyser maintenant dans la partie valorisation. Parce que si la boîte est bonne, l'investissement ne l'est que si le prix est juste. Et dans le cas de Palantir, entre engouement autour de l'IA et valorisation tendue, la réalité mérite un bon coup d'œil. On va regarder quelques ratios simples pour évaluer le prix de Palantir. Commençons par, je vous propose le price to sales. C'est le prix payé pour finalement 1 $ de chiffre d'affaires. Pour Palantir, il est de 97 contre 10 en moyenne pour le secteur. Donc, vous payez 9 à 10 fois plus cher que la norme pour chaque dollar de revenus généré. On a également le price to free cash flow. Combien de fois le cash généré par l'entreprise est recyclé dans le prix de l'action? Résultat, pour Palantir, de 229 fois, là où le secteur tourne autour de à peu près 56. C'est comme payer un studio 2 millions d'euros parce que tu penses que le loyer va exploser d'ici 10 ans. On a aussi l'entreprise value sur les bidas. C'est un ratio qu'on utilise souvent pour compenser des entreprises de taille différentes. Ici, Palantir affiche un ratio de 682,60 contre 83 en moyenne pour l'industrie. Même les fans de la tech lèvent un sourcil à ce niveau-là. On a aussi le PEG, donc le Price Earning to Growth. Il permet de savoir si le prix payé pour la croissance future est raisonnable. Il intègre le taux de croissance par rapport au PER. Et Palantir est à 4,06, là où le seuil acceptable est souvent fixé autour de 1 à 2 et où l'industrie est de 2,93. En clair, même en supposant une croissance rapide, le prix actuel reste difficile à justifier. Certains d'ailleurs, analystes optimistes, estiment que Palantir pourrait tripler ou quadrupler ses bénéfices d'ici 2034. Et même là, le multiple actuel reste élevé. D'après les estimations les plus généreuses qu'on trouve sur plusieurs sites, 30% de croissance par an, plus 40% de marge nette sur 10 ans, l'action se paierait encore 19 fois les profits estimés en 2034. Donc même en étant parfaitement exécutant pendant 10 ans, Palantir n'offrirait qu'un potentiel normal de rendement. La conclusion est donc simple, Palantir est une entreprise de très grande qualité, mais tout est déjà dans le prix. Ce que le marché te dit aujourd'hui, c'est je parie que Palantir va dominer l'IA, conserver sa marge, multiplier ses revenus et le faire sans faute pendant 10 ans. Et si jamais ça se passe juste bien ou avec un petit accro, le titre pourrait redescendre très vite. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, ce n'est qu'une analyse personnelle. Vous pouvez en avoir d'autres et évidemment, ce n'est pas forcément aussi applicable que pour une small cap value. On le sait que la valorisation et surtout l'estimation du prix d'une action d'une large cap est totalement différente de celle d'une small cap value. Alors voilà, on arrive en fin de vidéo et véritablement Palantir, c'est une énigme à la croisée des mondes. Née dans les coulisses de la CIA, élevée dans les laboratoires du big data et propulsée aujourd'hui par l'IA, elle n'est pas juste une entreprise de tech. C'est un cerveau véritablement numérique au service des puissants. Elle voit ce que les autres mettent des années à comprendre, elle connecte les points là où les autres empilent des tableaux Excel, elle transforme la complexité en décision. Et aujourd'hui, après des années de pertes, elle est enfin rentable. Elle génère du cash, on l'a vu, elle fidélise ses clients, elle affiche une solidité financière qui ferait pâlir bien des géants du Nasdaq. Mais tout ça, le marché le sait déjà. L'action Palantir se paye comme si l'avenir était garanti, comme si la domination de l'IA lui appartenait déjà, comme si la croissance allait rester linéaire, parfaite, éternelle. Et c'est là que le bas blesse. Car aussi brillante soit-elle, Palantir n'est pas à l'abri du réel, d'une régulation, d'un concurrent inattendu, d'un ralentissement. Et d'ailleurs d'une controverse, puisque Palantir s'immisce quand même dans la vie privée des personnes et de nombreuses controverses ont émergé. Je vous invite à faire des recherches sur Internet sur justement son omniprésence dans la vie quotidienne des personnes, dans les informations qu'elle transfère et qu'elle transmet à la CIA et à d'autres
actions gouvernementales, donc ça pose forcément question. Et à ce niveau de valorisation, eh bien, il ne suffit pas d'être seulement bon pendant des années. Il faut être parfait tout le temps. Alors, évidemment, c'est une entreprise, c'est une large cap, donc évidemment, la valorisation est un peu différente. Et est-ce que c'est une entreprise fascinante? Oui. Est-ce que c'est un leader technologique avec un vrai moat? Oui. Est-ce un bon investissement au prix actuel? Ça, eh bien, c'est à vous d'en décider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Palantir va continuer à dominer la décennie ou si la hype est allée trop loin, à l'instar par exemple d'NVIDIA. N'hésitez pas également à me dire votre avis sur sa valorisation en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'analyse où l'on parle technologie, modèle économique et valorisation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines sorties. C'était Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très vite pour continuer à parler long terme.